Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Twitch et en live pour cette émission consacrée aux tabous qui entourent les maladies intestinales. C'est aussi l'objet de la campagne nationale d'information « Ma santé passe par mes microbiotes ». Elle est organisée par le laboratoire Pilège, qui est expert dans le domaine des probiotiques depuis près de 30 ans. Une campagne dans laquelle 5 patients ont apporté leur témoignage dans une série de podcasts intitulée Micro-tabous, à retrouver sur toutes les plateformes. Et maintenant, si je vous disais MICI, M-I-C-I, 4 lettres pour désigner les maladies intestinales, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 4 lettres derrière lesquelles se cachent des pathologies peu glamour, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Autre sigle un peu énigmatique, S2I, c'est le syndrome de l'intestin irritable, appelé autrefois la colopathie fonctionnelle. Beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous entourent ces maladies. On est là pour parler cash. Les symptômes rebutent, diarrhée sanglante, envie impérieuse d'aller aux toilettes, maux de ventre. Il est temps de lever ces tabous afin que les patients, eux, relèvent la tête, car ils sont nombreux. On compte en France près de 300 000 personnes qui souffrent d'une MICI et 3,5 millions d'un syndrome de l'intestin irritable. Ce sont pour la plupart d'entre eux des jeunes adultes au moment du diagnostic. J'aimerais maintenant vous présenter tous ceux qui m'entourent et qui sont là pour participer à ce Twitch. Le professeur Gabriel Perlemuter, bonjour. Vous êtes chef du service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital de Clamart. Docteur Emmanuelle Bocandé, vous êtes directrice médicale du laboratoire Pilège. Alain Olympie, vous êtes directeur de l'association Afacron RCH France, qui est partenaire de Ma Santé, de la campagne Ma Santé passe par mes microbiotes, et depuis ses débuts. Brigitte Toussaint, vous êtes coordinatrice des relais régionaux de l'association APSI, donc l'association de patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable, et votre association soutient la campagne depuis 2 ans maintenant. Sophie Lemaire, vous êtes directrice par intérim de la fondation de la PHP, et cette fondation soutient la campagne depuis 3 ans maintenant. Bonsoir. Mais tout de suite, professeur Perlemuter, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement comment se manifestent ces maladies, les MICI et le syndrome de l'intestin irritable? Bonjour, donc les maladies MICI et syndrome de l'intestin irritable partagent des points communs avec des troubles du transit, avec des douleurs abdominales. Dans les troubles du transit, ça peut être une diarrhée. Dans le syndrome de l'intestin irritable, une constipation. Il y a quand même des grosses différences entre les deux. Les grosses différences pour les MICI, ça va être l'apparition d'un syndrome inflammatoire biologique, avec les protéines de l'inflammation qu'on va voir élevées à la prise de sang, avec des protéines d'inflammation qui vont être élevées dans les selles, avec des anomalies aux examens endoscopiques. Et cliniquement, les patients vont avoir du sang dans les selles parfois, et vont avoir parfois une diarrhée nocturne. La nuit, ils vont aller à la selle. Alors que dans le syndrome de l'intestin irritable, le plus souvent, la nuit, les personnes ne vont pas à la selle, peuvent avoir mal, mais ne vont pas à la selle. On ne retrouve pas d'élévation de protéines de l'inflammation dans le sang ou dans les selles. Et les mécanismes, bien sûr, ne sont pas les mêmes. On va en reparler très vite de ces mécanismes. Alain Olympie, ces maladies, on l'a vu, elles touchent un très grand nombre de personnes. On en parle peu pourtant. Pour quelles raisons ? Vous l'avez dit, elle se diagnostique assez tôt dans l'âge des jeunes patients. Oui. Et donc, ce sont des maladies tabous, les maladies du caca, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose dont on parle. Quand vous avez 10, 20, 30 selles par jour, des selles impérieuses, donc vous devez courir aux toilettes, en pleine classe ou au travail, etc. Donc les gens ont tout un tas de stratégies, finalement, pour ne pas parler de ces maladies. Donc automatiquement, et puis qui est la caractéristique des MICI, c'est que vous avez des inflammations, ce qu'on appelle des poussées, des périodes de poussée, et des périodes de rémission qui peuvent être assez longues. Aujourd'hui, on a des traitements qui mettent la plupart des patients dans des périodes de rémission assez longues. Donc, pendant ces périodes de rémission, vous vivez le plus normalement possible, quitte à avoir des petites stratégies dont on reparlera. Donc, voilà. Donc, les gens n'aiment pas parler de ces maladies de toute une vie. Donc, c'est nécessairement... Et des maladies, effectivement, avec des symptômes qui ne sont pas très glamour.
Brigitte Toussaint, l'objectif de la campagne « Ma santé passe par mes microbiotes », c'est justement de lever les tabous, d'oser en parler. Alors comment les associations aident les patients à affronter ces tabous et à s'en affranchir? Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Alain Olympie. Contrairement, nous, au MICI, nous, l'errance médicale, elle est très longue avant le diagnostic. Puisque, comme l'a dit le professeur, il n'y a pas de marqueur. En gros, c'est presque un diagnostic par défaut. Quand tout va bien, mais que les symptômes sont là, on se dit c'est peut-être un syndrome de l'intestin irritable. Ce qui veut dire qu'il y a cette errance pendant laquelle on ne parle pas de sa maladie, parce que la caractéristique des maladies digestives, c'est que si vous-même vous digérez bien, il doit vous arriver de temps en temps d'être patraque, comme on dit, et vous n'en faites pas cas. Donc c'est presque une double peine, c'est-à-dire que c'est une vraie maladie, mais en même temps, puisqu'elle n'est pas diagnostiquée facilement, tout votre entourage vous dit « bon, ben, ça va, tu as encore mal au ventre », et alors ça arrive à tout le monde. Oui, d'ailleurs je disais, il y a 3,5 millions de personnes qui sont diagnostiquées finalement syndrome de l'intestin irritable, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas de diagnostic, donc certainement beaucoup plus de personnes atteintes de cette maladie. Donc du coup, le tabou, il est en amont, on n'en parle pas parce que finalement, tout commun mortel a de temps en temps mal au ventre, et donc tu vas 8 ou 10 fois aux toilettes par jour, ou 20 fois, oh bah dis donc, t'as pas de chance, et puis c'est pas plus que ça, et votre généraliste vous dit, oh bah vous avez une bonne diarrhée, on va vérifier que c'est pas une infection, et puis sinon c'est dans la tête, stressez moins, quoi. Voilà. Professeur Perlemutter, justement, comment diagnostique-t-on ces maladies? Est-ce si compliqué? Alors oui, c'est compliqué. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, il y a une errance parce que pas que l'entourage, mais même parfois le médecin va vous répondre « c'est dans la tête, vous n'avez rien ». Bien sûr. Stressez pas. Et quand vous dites à quelqu'un « ne stressez pas », comment je stresse pas? Et vous stressez encore plus. Bien sûr. Donc c'est juste contre-intuitif et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment on porte le diagnostic? On porte le diagnostic lorsqu'un patient se présente avec des douleurs abdominales, avec des troubles du transit, parfois avec du sang dans les selles, par plusieurs méthodes, par l'interrogatoire, l'examen physique. On met une main sur le ventre d'un patient et ensuite on fait une prise de sang. Sur la prise de sang, on recherche des marqueurs de l'inflammation qui peuvent être là ou pas. On peut rechercher des protéines de l'inflammation dans les selles et on va réaliser, si les symptômes sont importants, une coloscopie. Pas à tout le monde. Si on s'oriente vers un syndrome de l'intestin irritable, on ne va pas faire de coloscopie. Ce n'est pas nécessaire, au moins avant l'âge de 45 ans. Et donc, ça va être un faisceau d'arguments qui va permettre de porter le diagnostic soit vers un syndrome de l'intestin irritable, soit vers une MICI, rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn. Docteur Emmanuel Bocandé, pourquoi le laboratoire Pilège a-t-il souhaité créer cette campagne Ma santé passe par mes microbiotes? Est-ce pour mettre en lumière finalement ces maladies? Alors, oui, mais en fait, l'aventure Ma santé passe par mes microbiotes a débuté il y a maintenant 6 ans et donc prend place tous les ans au mois d'octobre. Et elle fait écho à la vocation du laboratoire Pilège, qui est la médecine de santé. Ce concept, en fait, a été initié par notre président fondateur, le docteur Christian Leclerc. Et l'idée est simple, c'est de dire que nous hébergeons tous en nous un potentiel santé qu'il convient de conserver finalement le plus longtemps possible et le mieux possible. Et on voit très bien que, en fait, la recherche montre que justement les microbiotes, et particulièrement le microbiote intestinal, contribuent finalement à conserver cette santé durable. Et très clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, en tant que pionnier et expert des probiotiques, c'est un sujet que nous partageons beaucoup avec les professionnels de santé depuis maintenant 30 ans. Mais très clairement, il nous semblait important d'en informer le plus grand nombre et justement que aussi le grand public soit au courant des liens qu'il pouvait y avoir entre microbiote et santé, et notamment dans le cadre de ces pathologies que sont le syndrome de l'intestin irritable ou les MICI.
Merci. Alors, professeur Perlemutter, est-ce que, donc vous avez parlé du diagnostic des MICI et du syndrome de l'intestin irritable, est-ce qu'il arrive qu'on puisse souffrir des deux maladies en même temps? Alors oui, on peut gagner au loto, effectivement, et avoir les deux. Ça arrive, et on va même jusqu'à dire que globalement, on estime qu'environ 40% des personnes qui ont une MICI, bien qu'elles soient en rémission de leur MICI, vont garder des douleurs abdominales semblables à celles qu'on peut observer au cours de l'intestin irritable. Donc là, vous avez la double peine ou le gros lot, comme vous voulez. Vous avez à la fois la MICI, vous êtes en rémission, mais vous continuez à avoir mal au ventre, et souvent on ne comprend pas, parce que vous avez des douleurs qui persistent, comme le syndrome de l'intestin irritable. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un syndrome de l'intestin irritable associé ou c'est des douleurs qui persistent? Ça, c'est un problème nosologique. N'empêche que les personnes ont toujours mal alors qu'elles sont en rémission. Dans les associations, donc on se raconte beaucoup de choses, j'imagine. En moyenne, les personnes qui sont dans vos associations, qu'est-ce qu'elles vous racontent? Combien de temps elles ont mis à avoir le diagnostic? Alors ça dépend de l'âge, effectivement. Dans les MICI, comme l'a dit le professeur, quand c'est une rectocolite hémorragique, le sang dans les selles, généralement, entre les premiers symptômes, le sang dans les selles et la visite chez le médecin, ça va assez vite. Parce que quand on voit, on se relève de la cuvette, on voit du sang, généralement, tout le monde voit son médecin. Voilà. Dans la maladie de Crohn, ça peut être plus compliqué. On voit très bien que quelqu'un à 15 ans qui a des difficultés pour manger, etc., on va penser en priorité, surtout si c'est une jeune fille, etc., on va se dire, tiens, bon, c'est peut-être d'autres symptômes plus liés au stress, on va dire, et à la jeunesse, aux ados, plutôt qu'à une MICI. Et tout notre boulot de communication, ça a été de dire, attention, une des premières campagnes de com qu'a fait l'AFA, c'est de montrer justement un adolescent et une jeune fille pour montrer que ça pouvait être des jeunes qui avaient cette maladie, qui était considérée à l'époque comme la maladie des 20-35 ans. Donc c'est vrai on avait bien vu, en 2006, on avait fait une enquête, on a vu qu'entre les premiers symptômes, la première visite chez le médecin et le diagnostic, il pouvait y avoir 1 an et demi, 2 ans. Curieusement, quelques années après, on a refait la même enquête l'année dernière, ça baisse, mais pas tant que ça. Donc on voit quand même que suivant l'orientation du médecin, du premier recours, etc., on voit que c'est encore compliqué. Ça peut être compliqué, y compris dans les MICI, malgré la notoriété quand même médicale aujourd'hui et tous les centres d'expertise qui existent partout. Donc c'est quand même, donc ça peut être compliqué. Il faut continuer à informer. Alors, nous, c'est un peu plus long, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque l'errance médicale est plus grande. La moyenne, je dirais, d'après les études, c'est 5 ans d'errance médicale, donc c'est très long. Mais dans cette moyenne, la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Je suis souffrante, 43 ans, moi. Donc, non, pourquoi? Plus sérieusement. Tout simplement parce que la recherche avance et que chez les jeunes, maintenant, ils sont diagnostiqués plus vite. Ma génération, on m'a dit, c'est dans la tête pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un pose le diagnostic. Donc, il y a des écarts. Les 5 ans ne veulent pas dire grand-chose. Voilà. Mais c'est beaucoup plus long qu'une MICI, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de marqueur. Alors, Alain Olympie, on l'a dit tout à l'heure, on est là pour briser les tabous. Donc parlons de la laxophobie, cette peur d'avoir la diarrhée. Est-ce une phobie courante chez les patients atteints de MICI? Oui, on le voit bien en période de rémission même. Le premier réflexe quand on organise un trajet, etc., c'est de trouver les toilettes. C'est tout ce qu'on peut organiser, etc., tourne autour des toilettes. Même en période de rémission, ça dure. On a fait des études là-dessus. C'est quelque chose qui a tellement traumatisé. Quand vous avez failli ou vous vous êtes fait dessus parce que vous ne contrôliez pas justement tout ça, ça vous reste à vie. Je pense que celui qui a fait un jour, parce qu'il a eu une gastro-entérite, etc., s'est fait de caca sur lui ou sur elle. Je pense qu'elle est marquée à vie et voilà, c'est une bonne leçon des choses. Mais en tout cas, tout s'organise autour des toilettes toute la vie. Professeur Perlemutter, les 5 témoins dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont participé à la série de podcasts Micro Tabou, sont en fait des femmes. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que les femmes sont davantage touchées par ces maladies? Les deux. Peut-être c'est une coïncidence, peut-être c'est genré, mais en tout cas, les femmes sont plus touchées par cette maladie. On estime qu'il y a
2 femmes pour un homme qui sont touchés. Moi, je le vois chez mes patients, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. Alors, il faut bien comprendre que c'est une maladie multifactorielle, que c'est une maladie où il y a une hypersensibilité qui intervient, que les femmes peuvent subir plus de traumatismes physiques, psychologiques, sexuels que les hommes, et que, à mon avis, c'est en relation avec ça que l'incidence du syndrome de l'intestin irritable... Ça peut faire le terreau de ces maladies. Absolument. Et quelles sont les autres causes de ces maladies? Est-ce qu'on les a identifiées? C'est déjà pas mal. Oui. Donc vous avez dans les causes, effectivement, une hypersensibilité qui est d'abord viscérale, donc du tube digestif, des troubles de la motricité du tube digestif, qui sont reliés en fait, pour être simple, à une connexion avec le cerveau. On peut être globalement être hypersensible. Cette hypersensibilité peut être exacerbée chez certaines personnes, ce dont on vient de dire par les traumatismes qui ont été vécus. Il peut y avoir des modifications, et on en parle aujourd'hui, du microbiote qui peuvent participer à ces symptômes. Cette modification du microbiote peut être là de base ou secondaire à une gastroentérite, une maladie infectieuse. Et toutes ces différentes marches d'escalier font qu'on monte, qu'on devient de plus en plus susceptible de développer la maladie du syndrome de l'intestin irritable. Et ce déséquilibre du microbiote, donc vous l'avez dit, il peut être consécutif à une gastroentérite. Docteur Emmanuel Bocandé, on accuse aussi beaucoup la nourriture industrielle de modifier le microbiote. Est-ce que c'est éventuellement aussi une cause de ce déséquilibre du microbiote? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, très clairement, l'alimentation joue sur la composition du microbiote intestinal. Et ça vaut pour tout le monde. On sait très bien qu'en fonction des différents régimes, que vous soyez végétarien, que vous ayez un régime méditerranéen ou un autre type de régime, bien évidemment, votre microbiote ne sera pas le même. Et très clairement, l'alimentation occidentale avec des produits ultra transformés, riches en sucre, riches en graisse, n'est pas bonne pour notre microbiote. Elle va plutôt favoriser la disparition des bonnes bactéries au profit de bactéries qui sont beaucoup moins bénéfiques. Et tout ça va créer un milieu propice à l'inflammation, aux problèmes cardiovasculaires, et donc c'est tout ce qu'on connaît avec cette alimentation qui n'est pas forcément très bien équilibrée. Quand on est sur la partie plus particulièrement du syndrome de l'intestin irritable ou des MICI, on sait par exemple que certains glucides vont pouvoir être irritants dans le syndrome de l'intestin irritable, ou au contraire, leur fermentation va provoquer plus de ballonnement, plus de gaz, donc ils vont pouvoir provoquer plus de symptômes. De la même façon, on sait que certains émulsifiants vont attaquer le mucus intestinal, c'est cette espèce de gel visqueux qui recouvre la paroi de l'intestin et qui a un rôle notamment protecteur, et qui donc, de fait, va aussi pouvoir favoriser une inflammation ou une irritation dont on sait qu'elle est majeure, comme l'a expliqué le professeur Perlemutter dans les MICI, par exemple. Oui, professeur Perlemutter, est-ce qu'on connaît les caractéristiques ou les défauts, entre guillemets, des microbiotes chez les personnes qui ont des MICI ou des syndromes de l'intestin irritable? Est-ce qu'on en a une sorte de cartographie? Alors, c'est compliqué. Parce qu'à titre individuel, on ne peut pas aujourd'hui, en 2022, dire le microbiote, le vôtre est comme ça, comme ça, comme ça, et ça n'a pas d'intérêt puisqu'il n'y a pas d'implication pour le traitement. On sait que globalement, dans les MICI, le microbiote a plutôt un profil, on va dire, pro-inflammatoire, et que même dans les périodes de rémission, ce microbiote est susceptible et prédisposé, pour peu qu'on l'allume, à développer une inflammation. Mais de là à dire il y a des bactéries précises qui sont à l'origine ou pas de développer, de provoquer une maladie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça a été fait par exemple pour l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal où il y a une bactérie qui est responsable. Ce n'est pas le cas pour le syndrome de l'intestin irritable ou les MICI. Alors finalement, comment traite-t-on ces maladies ? Alors, il y a deux traitements. Il y a d'une part le traitement de la MICI et d'autre part le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Commençons peut-être par les MICI, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn.
Alors, pour les Mickey, les traitements, il y a plusieurs types de molécules qu'on peut utiliser. Il y a des anti-inflammatoires locaux qu'on appelle la salazopyrine, il y a de la corticothérapie, c'est de la cortisone, il y a des traitements anti-inflammatoires, plusieurs types qu'on appelle les biothérapies, il y a les traitements immunosuppresseurs, et il y a de gros développements sur ce type de traitement qui permettent maintenant de mettre beaucoup plus facilement les patients en rémission, et on opère de moins en moins les personnes qui ont eu une Mickey. Il y a des traitements plus légers qui peuvent être proposés, en particulier quand les symptômes persistent après qu'une personne a été mise en rémission, comme les probiotiques. Le niveau de preuve est beaucoup plus faible, mais que certains peuvent utiliser. Ça, c'est pour le traitement des Mickey. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui est compliqué, de faire rentrer un patient dans sa Mickey, de comprendre qu'il a une maladie qui va le suivre toute sa vie, que peut-être il va avoir la chance, il va avoir qu'une seule poussée, que peut-être il aura plusieurs poussées, qu'il y a des gravités différentes, et c'est tout un processus pour faire accepter au patient sa maladie et qu'il puisse vivre avec et l'accepter. Il y a un certain deuil, une certaine liberté, un stress qui arrive, comme vous l'avez dit. Je suis stressé, j'ai ma Mickey, mais j'ai ma Mickey, où sont les toilettes? Et tous les jours que Dieu fait, je pense à savoir où sont les toilettes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, ce n'est pas juste un traitement médicamenteux. Pour le syndrome de l'intestin irritable, le traitement repose... Souvent, les personnes ne veulent pas de traitement pharmacologique parce que c'est quelque chose qui va se poursuivre toute la vie et préfèrent avoir des traitements plus naturels. Et donc, le traitement peut reposer sur des modifications de l'alimentation en supprimant notamment les aliments qui peuvent irriter le ventre, qui peuvent faire mal au ventre, qui peuvent ralentir le transit, qui peuvent faire gonfler. C'est ce qu'on appelle les aliments qui fermentent, les FODMAP. On peut ensuite utiliser soit des médicaments, les antispasmodiques, soit des probiotiques. On peut utiliser ensuite, quand ça ne fonctionne pas assez, du fait de l'interaction entre le cerveau et le tube digestif, essayer de reconnecter le cerveau au tube digestif par des méthodes, on va dire, de relaxation au sens large, donc de l'hypnose, de la sophrologie. Et donc, il y a d'autres molécules aussi. Si le transit est ralenti, certains proposent aussi, il y a des douleurs, des antidépresseurs. Alors ça fait très peur parce que les antidépresseurs, on dit oh là là, mais je ne suis pas déprimé, mais c'est juste un mauvais mot pour l'antidépresseur. Ça agit aussi contre les douleurs. Donc les armes sont multiples. Et comme pour les Mickey, le patient doit être aidé par son médecin pour accepter d'avoir cette maladie-là, qui va aussi le poursuivre toute la vie, l'accompagner. Et des fois, c'est d'autant plus compliqué que les personnes aimeraient avoir un marqueur disant « oui, j'ai ça », alors que quand vous dites à un patient « vous avez un syndrome de l'intestin irritable », le patient est content d'avoir son étiquette parce que le patient a besoin de savoir où il se situe dans une case. Je pense, moi, que ce n'est pas aussi important que ça, mais je ne suis pas le patient. Et donc, souvent, les patients auraient aimé dire « ah ben, j'ai cet examen qui me prouve que mon médecin a raison ». Je pense, moi, en tant que médecin, que ce n'est pas très important. Mais ça, c'est mon vécu en tant que médecin et pas en tant que patient. Alors, je me tourne justement vers les associations de patients parce que vous avez évidemment beaucoup de personnes concernées qui viennent vous voir. Elles viennent vous voir à quel moment? Parce qu'elles ont du mal à accepter leur maladie, parce qu'elles ont besoin d'informations, de réconfort. Comment ça se passe, Brigitte Toussaint? Alors, elles ont besoin d'informations fiables. Parce que le microbiote est devenu, et tant mieux pour le côté tabou de nos maladies, quelque chose qui est médiatiquement plaisant. On parle du microbiote en prime time à la télévision, donc sur les réseaux sociaux, il se dit tout et n'importe quoi dessus. Il y a un nombre incroyable de sites sur les FODMAPs dont parlait Madame, c'est-à-dire les aliments fermentés cibles, etc. Donc ils ont besoin d'informations médicales fiables. Ça, c'est la première chose qu'on s'efforce, nous, à la psy, de leur apporter. Ils ont besoin on accepte, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que là, pour le coup, j'ai un vécu de patient. Absolument. Moi, quand on m'a enfin mis un mot sur mes mots AUX, j'aurais embrassé le professeur Sabaté qui m'a dit vous avez un syndrome de l'intestin irritable, c'est une maladie chronique dont on ne guérit pas. J'entendais même pas le bout de la phrase, quoi. Pour moi, ça y est, quelqu'un me prenait au sérieux. Ça a mis longtemps.
Mais voilà, donc c'est très important ça, et donc on les aide à accepter leur maladie puisqu'on ne va pas en guérir, puisqu'elle n'est pas grave, mais qu'elle handicape vraiment sérieusement la vie quotidienne, et que, comme vient de le dire le professeur, la démarche thérapeutique est en essai-erreur pour chacun, c'est-à-dire qu'elle mérite un long accompagnement avant qu'on trouve ce qui me convient et ne vous conviendrait peut-être pas si nous avions les mêmes symptômes. Donc c'est long. Donc il faut de la patience, il faut y croire et il faut se dire, il faut échanger avec les autres patients. D'abord parce que ça permet de relativiser. De voir qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul. Je prends un exemple extrêmement concret. Moi, mes douleurs sont spasmodiques au point de m'évanouir, mais elles sont comme ça. Pardon, je le fais en relief. J'ai découvert, grâce à la psy, quand j'ai commencé à y être bénévole, que certains de nos patients passent 3 jours par mois au centre antidouleur de l'hôpital, tellement leur douleur est permanente et insupportable. Donc on relativise en échangeant avec les autres et on se donne, c'est le mot et vous allez sourire, mais je veux dire des trucs et astuces pour mieux vivre au quotidien sa maladie. Puisque de toute façon on ne va pas en guérir, il faut qu'on trouve le meilleur moyen. Alors ça marche pas, on se soutient, il y a de la solidarité, il y a beaucoup de bienveillance bien sûr, pour toutes les raisons qu'a souligné Alain Olympie. On est quand même dans des choses pas très glamour à raconter. Oui. Donc soutien, information, solidarité. Et au-delà de ça, à quoi servent les associations ? Je voudrais retenir, il y a beaucoup de solitude sur ces maladies. Oui. On l'a vu, ce sont des maladies taboues, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de solitude autour de la douleur, de la fatigue. On n'a pas prononcé ce mot de fatigue chronique, encore. Quand vous avez été douloureux toute la nuit, c'est difficile d'avoir une activité à l'école, professionnelle, etc. Après, il y a beaucoup de solitude envers les malades. Et aujourd'hui, il y a trop peu de gens, de nos malades, une fois que le diagnostic est posé, qui savent, qui sont informés qu'il existe une association. Alors vous allez me dire, on tape syndrome de l'intestin irritable ou maladie de Crohn sur Internet, on tombe immédiatement sur nos associations. Malheureusement, il y a beaucoup d'errance là aussi, de solitude, et quand les gens téléphonent dans nos associations, souvent ils sont dans des états de stress, de panique, etc. Ils pleurent au téléphone, etc. Et donc ce sont des premiers entretiens qui sont souvent longs. Il faut oser venir dans les associations, et les médecins n'en parlent pas, les soignants n'en parlent pas assez. Dès le diagnostic, on devrait avoir le truc. Il y a des ressources. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des ressources. Il y a des malades comme vous qui ont trouvé des trucs et astuces, qui ont du vécu. Vous pouvez partager, vous pouvez échanger. Première chose. Alors, nos associations, évidemment, l'idée, c'est de les informer sur les maladies. Il faut absolument que ce sont des maladies complexes, on l'a vu. Il faut qu'il y ait instauré un dialogue avec son professionnel de santé, avec son médecin. Les médecins sont parfois techniques, on l'a bien vu quand même, il y a des mots qui ne passent pas, etc. Il faut que nous, on donne les codes de manière à ce qu'on puisse parler, franchement, et construire vraiment sa stratégie de vie avec son médecin, qui est le référent thérapeutique, et pas que, il y a tous les soignants qui sont autour, il y a de l'éducation thérapeutique, etc. Ça permet de construire sa vie, effectivement, pour la vivre le plus normalement possible. Donc l'information essentielle, il faut vraiment l'information éducative aujourd'hui, donc ça c'est essentiel. Le soutien parce que effectivement les malades n'ont pas que leur famille, etc. Et puis de dialoguer avec d'autres malades et puis d'autres jeunes. Je sors d'un séjour avec des adolescents. Ils sont plus seuls. Par les moyens, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils communiquent, ils sont plus tout seuls. Tout simplement. Et puis, il faut le dire, ça va peut-être être un pont avec la fondation de la PHP, mais en attendant de guérir, nous aussi, on veut trouver les moyens et on finance beaucoup la recherche. On parle du microbiote ce soir. Je regardais quand même en 2006, l'association a financé la première étude, c'était la première année où on a mis ce terme de microbiote justement sur la flore intestinale. L'association, la première étude, c'était 20 000 € pour savoir est-ce que ça peut être une piste de recherche pour nos maladies. Donc on voit bien que la recherche, le soutien, et puis comme vous l'avez dit, il y a quand même de la communication sur les maladies. Maladie de Crohn est connue aujourd'hui. Les RCH, c'est un peu plus compliqué de la faire. Et les Mickey, c'est quasi impossible. Mais la maladie de Crohn
Voilà, donc c'est une question de diagnostic. Et enfin, le lobbying aussi, parce que nos maladies sont trop méconnues par les pouvoirs publics. Et donc, pour améliorer justement les financements à la recherche, les financements aux équipes de soins, etc., pour ces équipes formidables qui nous soutiennent, il faut plus d'argent, il faut une reconnaissance de nos pathologies. Ça, donc des associations de patients très actives. Alors vous avez parlé d'un pont. Eh bien, le pont, voilà, on va le traverser. Et c'est une question, bien sûr, pour vous, Sophie Lemaire. La fondation de la PHP est partenaire donc, de cette campagne « Ma santé passe par mes microbiotes » depuis 3 ans. Pourquoi soutenir cette initiative ? Alors, l'une des missions de la fondation de la PHP est de soutenir la recherche menée dans les 38 hôpitaux de la PHP et dans tous les domaines. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous pouvons donner un véritable coup d'accélérateur à cette recherche. Et nous avons à cœur qu'elle soit menée dans des domaines particulièrement innovants et porteurs d'espoir pour le plus grand nombre de patients possible. Et assez naturellement, la recherche sur le microbiote en fait partie. Et quand nous avons rencontré le laboratoire Pilège et qu'ils nous ont parlé de cette campagne « Ma santé passe par mes microbiotes », ça nous a semblé être une extraordinaire occasion de mettre en valeur les enjeux de la recherche sur le microbiote et de faire davantage aussi connaître le rôle du microbiote sur notre santé. Donc c'est tout naturellement que nous avons souhaité être partenaires de la campagne. Donc vous avez plusieurs équipes à la PHP, dans les hôpitaux de Paris, donc qui travaillent sur le microbiote. Absolument, il y a un grand nombre d'experts et dans tous les domaines. C'est vrai que ce soir on parle beaucoup des MICI, mais il y a aussi d'autres pistes, d'autres domaines dans lesquels les chercheurs se penchent, que ce soit dans les maladies neuropsychiatriques, le cancer, pas seulement les maladies intestinales. Docteur Emmanuel Bocandé, finalement cette campagne incite à prendre soin de son microbiote. Faut-il le faire quand on est bien portant ou faut-il le faire quand on souffre d'une maladie intestinale ? Alors, le professeur Perlemutter l'a évoqué. Bien évidemment, nous travaillons beaucoup sur des solutions probiotiques qui peuvent apporter un bénéfice à tous ces patients dans le syndrome de l'intestin irritable, comme dans le cadre des MICI. Mais bien évidemment, il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de son microbiote. On sait aujourd'hui que le microbiote intervient sur le bien-être mental, sur l'immunité, sur énormément de domaines. Et très clairement, tout le monde doit prendre soin de son microbiote. Et ça commence, en fait, dès les fameux 1000 jours. Vous avez dû entendre parler. Cette période qui va de la conception de l'enfant. 2 ans révolus de l'enfant, voilà. En fait. Donc, ça fait 1000 jours. Et pendant cette période, il se passe plein de choses, notamment au niveau immunitaire. Et très clairement, à ce moment-là, il faut absolument prendre soin de son microbiote, puisque c'est un adulte en devenir, et que donc, plus son microbiote sera équilibré, plus il a de chances d'être en bonne santé plus tard. Et puis, il y a aussi tous les événements de la vie, les infections. On sait très bien que le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, peut survenir après une infection, la prise d'antibiotiques, où il faut aussi avoir une couverture systématique probiotique, parce que ça peut aider. On sait très bien que un antibiotique va détruire, bien sûr, les mauvaises bactéries qui sont responsables de votre maladie, mais va aussi jouer sur les bactéries de votre intestin. Donc, il faut éviter la survenue de la dysbiose. Vous avez donc le déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans qui peut justement entraîner une diarrhée, parce que justement, comme le microbiote intestinal va être déséquilibré, ça va faire la place à des mauvaises bactéries qui vont se développer et vous allez avoir la diarrhée, d'où le fait que la diarrhée soit un des effets indésirables des antibiotiques, par exemple. Donc, si vous voulez, vous avez tout ça qui font que très clairement, il faut absolument prendre soin de son microbiote. Et ça passe par, bien évidemment, une bonne hygiène de vie, on a évoqué l'alimentation, par bien évidemment de l'activité physique, c'est très important. On sait aussi qu'il y a un lien entre activité physique et microbiote, que ce soit chez le sportif de haut niveau ou le sportif du dimanche. Vous avez bien évidemment le sommeil aussi, il y a de plus en plus de travaux qui étudient la relation entre la variation du microbiote et le sommeil, et puis bien évidemment des solutions pré- ou probiotiques qui peuvent amener le petit coup de pouce
essentiel. Professeur Perlemutter, les podcasts qui ont été réalisés dans cette campagne « Ma santé passe par mes microbiotes » sont des témoignages très poignants qui montrent vraiment les difficultés que subissent les patients, enfin les douleurs, les crampes, les besoins impérieux d'aller aux toilettes, la fatigue, etc. Est-ce que la recherche aujourd'hui peut apporter un petit peu d'espoir? Est-ce qu'il y a actuellement des pistes nouvelles ou prometteuses? La recherche apporte toujours de l'espoir, sinon moi je ne serais pas là. Donc la recherche est multiple, elle est à la fois fondamentale et aujourd'hui on est en 2022, il y a 20 ans on parlait à peine du microbiote, sur les données scientifiques étaient beaucoup plus faibles que maintenant et c'est un donné qui va de façon exponentielle. Le microbiote, on vient de le voir, est quelque chose de modifiable. En termes, nous on est tous pressés, on est médecins, on est patients, on veut que tout aille vite, mais le temps de la recherche, le temps de l'application de données scientifiques à la médecine est plus long que ce qu'on espère. Donc oui, on peut espérer. Quoi, par exemple? Concrètement, est-ce qu'il y a une recherche actuellement qui vous séduit? Eh ben, par exemple, puisqu'on est sur le microbiote, on peut très bien anticiper qu'on va avoir des bactéries anti-inflammatoires, soit une, soit plusieurs, qu'on va associer, qu'on pourrait donner à une personne. Si ce n'est pas des bactéries, c'est des composés que fabriquent les bactéries, qu'on appelle des métabolites, qu'on pourrait donner à une personne pour l'aider à rester en rémission, si on a réussi à induire une rémission, en lui donnant un profil anti-inflammatoire, des bactéries qui permettraient d'éviter les fermentations digestives, et donc on diminuerait les douleurs des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, une synthèse de métabolites anti-inflammatoires. Donc si on est sur le microbiote, on peut espérer énormément de choses, effectivement. Ensuite, on peut espérer d'avoir des nouvelles molécules anti-inflammatoires qui vont être plus efficaces quand on est en échec des molécules actuelles. Donc, bien sûr, il faut avoir de l'espoir, ça me semble une évidence. Sophie Lemaire, quelles sont les pistes de recherche sur lesquelles travaille la Fondation de la PHP dans ce domaine? Alors, pour aider la recherche sur le microbiote, ce qui nous a semblé essentiel, c'est d'aider la constitution de prélèvements de microbiote de façon absolument sécurisée, bien entendu, mais également standardisée. Parce que pour que les travaux de recherche menés soient les plus pertinents possibles, il faut absolument avoir un système de stockage de ces échantillons biologiques standardisés et importants. Donc c'est essentiellement sur ce domaine-là que notre action se concentre pour l'instant. Et puis plus dernièrement aussi, en clin d'œil à l'actualité sanitaire récente, on a aussi soutenu des projets qui se portaient sur le lien entre le microbiote et le développement de formes graves de la Covid-19. Donc comme quoi ce lien, ce rôle du microbiote sur notre santé concerne vraiment tous les domaines de nos vies. Alain Olympie, on a parlé aussi à différents moments de cette émission de la notion de bien-être, de la qualité de vie, qui sont perturbées par ces maladies. Leur prise en compte semble quand même jouer un rôle, le bien-être quand même pourrait jouer un rôle important dans... peut-être pas la rémission, mais en tous les cas, dans le vécu de ces maladies au quotidien. Alors, quelles sont les techniques, les méthodes complémentaires que l'on propose aux patients? La réponse est oui. Vous avez des tas de bouquins aujourd'hui de malades qui vous disent « Moi, j'ai changé d'hygiène de vie, je vais mieux, y compris je me passe de traitement ». C'est clair. Les meilleures pistes de recherche aujourd'hui, effectivement, c'est quand même la régulation, c'est un microbiote en bonne santé. Et d'ailleurs, la meilleure équipe française est à la PHP, il faut le dire, Saint-Antoine est quand même à la pointe aujourd'hui de ces recherches-là, il faut le reconnaître. Et donc on les soutient vraiment parce qu'il y a des pistes sérieuses là-dessus, il y a quand même des bactéries qui commencent à émerger, où on voit qu'il se passe quelque chose effectivement. Donc, clairement, le bien-être, ça passe par quoi? Par l'alimentation. On l'a dit, les aliments ultra transformés, non. Nous, on a des diététiciennes à l'association qui expliquent comment, pour pas cher, rapidement, parce que quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire de la cuisine, mais qui servent aussi à l'entourage, à la famille, etc. Comment bien manger en saison, pour pas cher. Ce sont des recettes simples, etc. On fait des lives en cuisine et tout ça. Donc ça, c'est clair. Donc, bien manger, pas de cuisine ultra transformée, je vous assure.
l'activité physique adaptée plutôt que le sport. Le sport, ça fait un peu, effectivement, on ne va pas courir le marathon de quoique, mais des malades l'ont fait. Il y a 15 jours, on avait le marathon des Mickey à Cergy-Pontoise, et beaucoup de malades participaient. Donc, l'activité physique adaptée, oui, la marche, etc., il faut quand même... Est-ce qu'on a recours parfois... je sais pas, des psychothérapies, à de la sophrologie, de la méditation. Toutes les activités de bien-être, on a parlé de la sophrologie, effectivement, la réflexologie, toutes ces activités qui vont permettre de gérer le stress, d'être plus calme, de gérer ses émotions, etc., sont évidemment les bienvenues. Quand vous allez bien, je dirais partir en vacances, être détendu sur la plage, etc., pour ceux qui aiment ça, ça fait partie du bien-être, tout ça. Donc il faut éviter, même si le stress n'est pas une source chez nous, n'a pas identifié comme une source d'origine de la maladie. Après, il est clair que si vous êtes stressé, un étudiant qui 2 mois avant les examens allait bien, etc., à l'approche des examens, il va nous appeler, je ne peux pas avoir un tiers-temps ou une possibilité de sortir pendant les examens, parce qu'il faut la demander 2 mois avant. Oui, mais 2 mois avant, je n'avais pas mes poussées, sinon que 15 jours avant, je suis tellement stressé avec mes examens que j'ai une poussée. Donc il faut des méthodes anti-stress. Donc il faut quand même des méthodes anti-stress, elles sont connues, l'hypnose aujourd'hui, etc. Il y a quand même de belles choses qui sont faites, y compris par les associations. Donc aujourd'hui, avec Internet, vous avez des ateliers de sophrologie, etc., qui sont donnés régulièrement, donc c'est accessible à tout le monde. Pour le syndrome de l'intestin irritable, des études ont prouvé qu'effectivement, l'hypnose thérapeutique pouvait vraiment apporter un plus. Nous, on ajoute aussi, dans nos conseils et dans nos accompagnements et dans notre offre d'activités, la méditation, plus encore que la sophrologie, hypnose et méditation. Enfin, l'idée, c'est de décentrer la maladie, c'est-à-dire de la poser, de la regarder mentalement, parce que c'est une maladie qui vous habite H24, parce qu'elle a des conséquences H24 dans votre quotidien. Et ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies chroniques. Donc c'est vraiment usant. Donc toutes ces techniques-là, toutes ces techniques qui vous permettent pendant 1 heure ou plus ou moins, mais régulièrement, de vous décentrer de ça, vous font du bien, c'est clair. Professeur Perlemutter, est-ce que vous confirmez? Est-ce que ces techniques font du bien? Est-ce qu'elles ont démontré leur efficacité dans ce contexte? Alors, je confirme à 100% ce qui a été dit, évidemment. Les techniques font du bien. Si vous me demandez est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que ça fait du bien, certaines oui, d'autres non. Mais je dirais que quand on est sur ce type de prise en charge, on sait, c'est une évidence que ça fait du bien. Il n'y a pas besoin d'une grande étude scientifique pour s'en rendre compte. Donc oui, je confirme. Merci de cette confirmation. Merci à tous d'avoir participé à la première partie de ce Twitch consacré aux tabous qui entourent les maladies intestinales. Dans un instant, seconde partie de l'émission, elle va être consacrée aux questions que vous nous avez posées pendant cette première partie en live. Mais juste avant, on va écouter quelques extraits de la série de podcasts Micro Tabou. À tout de suite. Et je suis arrivée à Paris vraiment très malade, à aller aux toilettes 15 fois par jour, assez inquiétant puisque j'avais jamais eu ça. Toujours ces douleurs, cette souffrance, beaucoup de sang perdu aux toilettes et puis beaucoup de fatigue. Donc à partir de là, on a diagnostiqué très vite que j'avais donc une RCH. Donc j'ai été hospitalisée assez longuement. Eh bien, nous avons une bonne quinzaine de questions à vous soumettre aux uns et aux autres. Alors, j'espère qu'on pourra toutes les passer en revue. Comment faire la différence entre Crohn et le syndrome de l'intestin irritable, professeur Perlemutter? Alors, ce n'est pas la même maladie. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est plus facile. Dans le Crohn, on peut avoir, comme je l'avais dit en début d'émission, un syndrome inflammatoire biologique. On peut avoir des protéines de l'inflammation qui sont augmentées, dont le taux est augmenté dans les selles. Lorsqu'on fait des examens endoscopiques,
une gastroscopie, une coloscopie avec des biopsies, on retrouve des lésions différentes qu'on ne retrouve pas dans le syndrome de l'intestin irritable. Parfois, il faut aller plus loin, c'est simplement des vidéocapsules endoscopiques pour aller vérifier au niveau de l'intestin grêle, mais il y a des moyens pour faire la différence entre les deux. Et on l'a dit également, on peut avoir le gros lot et les deux associés. Oui, c'est vrai, vous l'aviez dit. Autre question, bonsoir, j'ai souvent cette sensation de ballonnement et je vais très rarement à la selle. Malgré un régime alimentaire et la prise de médicaments, cela reste douloureux et difficile à gérer. Est-ce que vous avez des solutions alternatives? Ça veut dire quoi, alternative? Alors, est-ce que ce sont les méthodes dont nous avons parlé tout à l'heure, de bien-être peut-être, pour... c'est compliqué de répondre comme ça. Pour avoir moins de douleur. Permettez-moi, c'est très compliqué de répondre vrai, ainsi. On n'a pas tout le contexte. Je ne connais pas le type d'alimentation que la personne prend. Je ne sais pas quel est le vécu avant, quand est-ce que ça a débuté. Je n'ai pas tout le contexte pour prendre en charge la personne. Et on ne prend pas en charge, on l'a assez dit, juste un symptôme. C'est toute une personne qu'on prend en charge pour pouvoir avancer dans le syndrome de l'intestin irritable qui est extrêmement compliqué pour bien le prendre en charge. Et c'est justement, si on se focalise juste sur le symptôme, je pense qu'on va droit à l'échec dans la prise en charge. C'est sans doute une question sur la gestion des douleurs. Hein, mais nous avons parlé... De la douleur, du vécu, de l'interaction entre le cerveau et le tube digestif. Et si je réponds juste précisément à cette question, je pense qu'on focalise encore plus dessus, comme vous l'avez dit, et on va droit dans le mur. Alors, autre question. Mon médecin généraliste suspecte une RCH, donc une rectocolite hémorragique. Les délais pour consulter un gastro-entérologue sont longs. Que faire en attendant ? On ne fait rien, on demande à son médecin d'appeler son correspondant et on est vu rapidement. Oui. Vous avez parfois des personnes qui vous appellent à l'association pour essayer de faire avancer les choses et d'avoir tous les jours. Et puis qui nous demandent un bon gastro-entérologue. C'est surtout ça. Est-ce que vous pouvez m'orienter vers un bon gastro-entérologue? On a beau dire que tous les gastro-entérologues sont bons. Il y a quand même des spécialistes Mickey, hein, il y a 1 million en France, et puis d'autres, c'est vrai que la gastro-entérologie, on l'a vu ce soir, c'est quand même... mais on nous demande assez souvent, effectivement, parce qu'il y a une errance diagnostique qui peut être due au manque d'expérience, justement, avec la maladie, enfin, en tout cas, avec la Mickey. Enfin, généralement, une rectocolite hémorragique, ça se diagnostique assez rapidement, mais contrairement à la maladie. Je vais vous donner des exemples très concrets. Les médecins généralistes du 92... l'hôpital où je travaille dans le 92, ont soit mon téléphone portable, soit mon mail, soit ma secrétaire. Ils appellent, le patient est vu rapidement. Puis même en urgence. Bon, ce n'est pas toujours si long que ça. Non. Autre question d'une patiente qui a 24 ans et qui nous dit « J'ai une RCH, rectocolite hémorragique. Je vais à la selle au moins 15 fois par jour. Quand je dois sortir, je prends des antidiarrhéiques en préventif. Quel peut être l'impact de ces médicaments à long terme ?» Je vais faire 2 réponses. Si elle a 15 selles par jour, elle n'est pas en rémission. Donc, ce n'est pas normal qu'elle ait 15 selles par jour. Il faut revoir le traitement de fond. Oui. Si ponctuellement, elle prend un antidiarrhéique, il ne va rien lui arriver. Si sur le long terme, elle prend un antidiarrhéique, il ne va rien lui arriver non plus. Mais elle a un traitement de fond à revoir. Mais il faut qu'elle revoie son gastro-entérologue d'urgence pour dire pourquoi j'ai 15 selles par jour. Oui. Ça fait, si on enlève la nuit, ça fait 1 selle toutes les heures. Oui. Elle n'est pas en rémission, la patiente. Non. Donc, il y a un problème de fond. Oui. Mais on peut imaginer cette peur d'avoir des envies impérieuses d'aller aux toilettes quand on sort, quand on a des rendez-vous. Absolument, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et donc, le prendre en préventif comme ça, souvent, ça n'a pas d'impact sur la santé. Non. Très bien. Alors, nous avons aussi reçu beaucoup de questions sur l'évitement alimentaire. Est-ce que c'est une stratégie utilisée par les malades qui souffrent donc de ces maladies intestinales? Donc, vous l'aviez dit, docteur Bocandé, il y a quand même des aliments à éviter. Donc, quand on a ces maladies et qu'on se prive d'un certain nombre d'aliments, quelles sont les conséquences ? Alors, quand on se prive des aliments qui irritent, le plus souvent, les aliments qui irritent, c'est ceux qui contiennent un effet osmotique, comme le lactose, qui est moins bien digéré, ou les aliments qui vont fermenter, comme les aliments riches en fructane, qui sont conjoints avec ceux qui contiennent du gluten, ou les légumineuses, donc les légumes secs, ou certains fruits, certains légumes. Et donc, effectivement, certaines personnes qui prennent ce type d'aliments vont avoir des douleurs abdominales, un ballonnement, et quand ils les enlèvent, ils vont aller mieux. Donc les conséquences, c'est qu'ils vont aller mieux. Sur le long terme, comme ils vont mieux, ça se passe plutôt bien.
Donc il n'y aura pas de carence qui va apparaître. Oui, là je voudrais... Alors, dans les associations, ça se passe comment? Quels sont les retours des patients qui vous sollicitent? Là, pour les Mickey, c'est vrai que les 5 fruits et légumes par jour... Non, je ne parle pas des Mickey, je parle du syndrome de l'intestin irritable. Voilà, d'accord, je vais te laisser répondre, puis je pars. Alors, Brigitte Toussaint, d'abord. Effectivement, si on prend votre question au pied de la lettre, je ne remets évidemment pas en cause ce que vous venez de dire, professeur. Oui, il y a un risque de se priver et donc de tomber, non pas dans l'anorexie, mais en tout cas de manquer singulièrement d'énergie et de tout ce qui fait que votre corps fonctionne. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on supprime tout ce qu'on vous dit de supprimer, et avant que les FODMAPs soient connus, c'est-à-dire ces fameux aliments fermentés cibles, eh bien, on faisait de l'essai-erreur. C'est-à-dire qu'on supprimait tout seul, on faisait des FODMAPs, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On supprimait, on supprimait, on supprimait. Et puis on s'habitue à manger peu de choses. Et on s'habitue à manger peu de choses qui vous apporteraient, comme disait madame, ce qu'il faut pour fonctionner. Donc oui, il y a un risque de dérive. Et là, le rôle de l'association, et on passe notre temps à le dire, c'est faites-vous accompagner par un diététicien nutritionniste qui connaît la pathologie et qui connaît ce fameux régime FODMAPs, qui est accessible sur tous les réseaux sociaux et qui est extrêmement privatif dans sa première phase. Mais après le vrai régime FODMAPs, on réintroduit petit à petit tous les aliments jusqu'à ce qu'on trouve ce qui vous convient. Et si on ne fait pas tout ce parcours, et la plupart du temps, ils ne le font pas, puisque, comme le disait le professeur, ils se sentent mieux quand ils suppriment. Donc on supprime. Et là, pour le coup, il y a des effets délétères sur la longueur. Donc vous confirmez, professeur Perlemutter, il faut être quand même accompagné par un nutritionniste ou une diététicienne quand on souffre de ce style de maladie? Alors, il y a deux choses. D'une part, ça dépend qui prend, si on va vraiment de façon précise, qui prend l'alimentation appauvrie en sucre fermenté cible. Si on arrive dans l'excès avec un comportement anorectique, là, effectivement... Oui, il y aura des carences. Effectivement, on peut arriver à certaines carences. En l'absence de comportement restrictif jusqu'à l'anorexie, les carences, quand même, sont extrêmement rares avec une alimentation appauvrie en FODMAP. Et les personnes, enfin, dans l'expérience que j'en ai, sont quand même beaucoup mieux. Et beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à réintroduire des aliments qui ont été supprimés. Oui. Ah, oui, évidemment. Après, on n'ose pas. Oui, si je peux me permettre, on a parlé quand même de qualité de vie normale, ou la plus normale possible. Quand vous mettez au régime toute la famille, alors c'est vrai que dans les Mickey, à la première poussée, on essaie de faire un régime enfin, de confort digestif, donc sans fibres et sans résidus, donc pas de fruits, pas de légumes. Moi, j'ai pas mangé, j'ai une suspicion de Mickey à un moment. Pendant un an, vous mangez que et à l'époque, il fallait manger sans sel en plus, donc c'était pas varié. Ça, c'est clair que ça détruit votre quotidien, effectivement, du plaisir de manger, tout simplement. Donc, il faut faire attention. Nous, on voit beaucoup trop de gens à qui on a dit, à un moment donné, parce que vous êtes en poussée, mettez-vous en régime sans fibres et sans résidus, et on a oublié de les accompagner pour en sortir et pour vivre normalement. Aujourd'hui, toutes les études qu'on a pu faire, autant on a dit pendant des années, l'alimentation, ça fait rien, tout ça, etc., vous pouvez manger normalement. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien que si on mange sans gluten, etc., on peut avoir un confort digestif. Sinon, que ce sont des régimes, chaque fois, d'exclusion. Hein. La vraie vie, la vraie vie telle on aspire tous, c'est quand même de manger comme les copains, comme les amis, comme la famille. Donc, partant de là, il faut effectivement avoir des périodes d'accompagnement. Il faut trouver son bon régime alimentaire, mais surtout ne pas écouter les modes, etc. etc. Parce qu'il y a plein de gens qui vous disent « moi j'ai mangé ça, sans FODMAP, sans ceci, sans cela ». Et puis ça ne convient pas forcément à tout le monde, bien sûr. Donc, voilà. On n'est pas tous égaux face à la nourriture, mais il faut quand même apprendre à manger le plus normalement possible. On l'a dit, en excluant, par contre, là, oui, des exclusions sur les produits ultra transformés, etc. etc. Alors, ce que vous dites est extrêmement important, parce que quand même, l'alimentation est un lien social extrêmement important, et sans parler des carences, mais les restrictions sociales qui peuvent être imposées par une alimentation plus restrictive peuvent être là extrêmement importantes. Alors, on va prendre des questions qui reviennent, il y en a plusieurs, sur des solutions que vous pourriez peut-être proposer pour soulager les ballonnements.
Est-ce qu'il existe des solutions naturelles, par exemple, demande-t-on, pour soulager les ballonnements? Encore une fois, là, on se focalise sur le symptôme sans se focaliser sur la personne. Donc, pour les ballonnements, en premier, c'est ce dont on vient parler, c'est de modifier l'alimentation. Après, vous avez d'autres produits plus naturels, mais chacun, dès qu'on prend un produit qui soit naturel ou pas, s'il est efficace, il peut avoir des effets indésirables. Vous pouvez avoir des probiotiques qui peuvent agir sur le ballonnement, vous pouvez avoir du charbon qui peut agir sur le ballonnement, vous pouvez avoir des produits plus médicamenteux qui peuvent agir sur le ballonnement. Donc il y a des solutions, mais on a des personnes où on est démunis, effectivement, qui, dès la vision d'un aliment, vont avoir un ballonnement qui va apparaître comme si leur propre sécrétion digestive entraînait un ballonnement. Et des fois, c'est vrai qu'on est démunis. Autre question, existe-t-il des prédispositions génétiques pour développer une Mickey? Oui. Non? Si, oui. Ah si, oui, pardon. Si, clairement, il y a des prédispositions génétiques pour développer. Quand on a un parent atteint, on a plus de risques de développer. Non, pas beaucoup, un peu. Un peu plus de risques. Un peu. Mais pour vous, c'est tout ou rien. Et le problème des gènes, c'est qu'on ne peut pas les changer. Donc, on n'y peut rien. Alors, une question qui concerne la grossesse. J'ai un syndrome de l'intestin irritable. Je suis enceinte. Est-ce que je risque de transmettre la maladie à mon bébé? Est-ce que ça peut passer par la grossesse? C'est transgénérationnel, ça. Il n'y a pas de gène du syndrome de l'intestin irritable. En revanche, il y a des traumatismes qui peuvent être induits de façon transgénérationnelle. Et on sait que si le syndrome de l'intestin irritable de la mère est lié à différents traumatismes qu'elle a vécus, elle va avoir des modifications hormonales, elle va avoir un taux de cortisol plus élevé. Et l'enfant, de façon transgénérationnelle, sans que ce soit génétique, peut être plus susceptible de développer effectivement un syndrome de l'intestin irritable. Ça a été démontré dans les grands traumatismes. Alors ça peut être aussi après la naissance, par la façon dont l'enfant est éduqué. Ça a été montré dans certaines études pour les traumatisés de la Shoah aussi, où il y a des mécanismes transgénérationnels qui font que l'enfant, sans que ce soit génétique, est plus susceptible de développer des symptômes. Alors, autre question très différente, comment perdre du poids avec la maladie de Crohn? Est-ce que la maladie de Crohn, d'abord, prédispose à une prise de poids? Oui. Est-ce que ça prédispose à une prise de poids, la maladie de Crohn? J'ai une petite anecdote. Hein. J'avais revu un bénévole qui avait pris beaucoup de poids entre 2 sessions de formation. Il m'a dit, je fais des réserves pour ma prochaine poussée. Bon, effectivement, quand vous avez une gastro-entérite que vous ne pouvez pas manger, généralement, on maigrit, enfin, on perd des bonnes graisses, généralement, et des bons muscles, plutôt que d'autres choses. Mais non. C'est bien manger qui fait qu'on va perdre du poids, c'est tout. Oui. Et de faire de l'activité physique, ce n'est pas la maladie qui... Ah, on est d'accord. Tout à fait. Ouais. Concernant le syndrome de l'intestin irritable, autre question, peut-on faire quelque chose pour éviter que les crises reviennent? Oui, heureusement. Déjà, il faut savoir qu'est-ce qui déclenche, mais peut-être vous l'expliquerez mieux que moi. Il faut savoir ce qui déclenche les crises. On peut avoir une alimentation qui prévient, on peut avoir des probiotiques qui préviennent, on peut avoir des activités de bien-être, comme vous l'avez dit, qui permettent d'avoir une certaine diminution du niveau d'anxiété qui permet de limiter les symptômes. On peut aller plus loin en fonction des traumatismes qu'on a subis, avoir une psychothérapie. Il y a 1001 façons d'essayer de limiter les poussées successives. Et puis des fois, malgré tout, il va quand même y en avoir. Donc c'est pas du 100%, mais oui, il y a des façons. Malheureusement, ce n'est pas du 100%, mais je souscris complètement. Oui. Ça dépend de ce qu'on appelle, et ce que votre auditrice appelle une poussée. Entre 2 poussées dans votre question. Voilà, moi j'ai la question rédigée ainsi qu'elle nous l'a posée de cette façon-là. Peut-être souffre-t-elle par séquence. Absolument. Et voilà, donc effectivement, alors là, tout ce que vous venez de dire, bien sûr. Oui, donc on peut faire un certain nombre, mettre en place un certain nombre de choses, bonnes habitudes pour limiter les crises. Mais dans cette maladie, vous avez des accidents absolument, je dirais, qui arrivent à un moment où pourtant vous mangez ce que vous digérez bien. Pourtant, vous êtes cool, vous êtes en vacances, il n'y a pas de stress, il n'y a pas, etc. Il y a sûrement une raison,
Mais en tout cas, il y a des incidents. On ne contrôle pas tout. Voilà, croquignolesque, on va dire. Oui. On va prendre une dernière question, mais très rapidement. On avait dit qu'on parlait cash. Hein. Dès que je mange, nous écrit ce spectateur, je vais directement à la selle. Pensez-vous que j'ai un problème ? C'est lui qui pense qu'il a un problème. Donc effectivement, quand on mange, il se passe, et c'est surtout après le petit déjeuner, chez certaines personnes un peu sensibles, ça peut arriver dès le lever, il y a ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. Quand on met des aliments dans l'estomac envoie un signal au tube digestif qui va se contracter et on va à la selle pour laisser la place aux nouveaux aliments. Normalement, ça se fait le matin après le petit déjeuner. Chez certaines personnes sensibles, ça se fait dès le réveil. Chez d'autres personnes, ça se fait après chaque repas. Il n'y a pas forcément une maladie là-dessus. Ça dépend si c'est douloureux, ça dépend de l'aspect des selles. Et ça peut se prendre en charge. Consulter peut-être son propre médecin. En tous les cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci de nous avoir suivis justement sur ce Twitch organisé par le laboratoire Pilège. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce Twitch en replay sur www.twitch.tv et bien sûr retrouver les podcasts Micro Tabou et le replay de ce Twitch sur le site de la campagne dont on vous a parlé à plusieurs reprises, www.masanté-passe-par-mes-microbiotes.fr.